Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler de nos amis d'une autre époque, de ces cultures de d'autres temps et surtout du présent, de l'alcool, de la nourriture et des drogues. Aujourd'hui, on a fait le pari de parler de l'histoire du Québec à travers 3 bières de chez Unibrou. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que cet épisode vous est présenté par la Shop à Malte, une référence en matière d'équipement, de conseils et d'ingrédients brassicoles. Si vous êtes brasseur amateur ou vous vous apprêtez à devenir brasseur amateur ou vous vous apprêtez à vous lancer dans l'expérimentation de la fermentation de la céréale, allez les voir. Ça va devenir vos amis. Et ensuite, vous allez faire une bière excellente guidés par leurs conseils. Ils sont à Gatineau, mais ils livrent à travers tout le Canada et surtout, ils sont là pour vous aider et ils sont de bonne humeur. Allez les voir au 99 rue Crémazie à Gatineau et je le répète, ils livrent un peu partout à travers la province. Ceci étant dit, là, en ce moment, là, moi, je vous explique le concept. Aujourd'hui, on va aller dans une autre direction. Je suis avec Sylvain Bouchard, qui est un grand conteur, qui est avec la microbrasserie Unibrou /Sliman depuis plusieurs décennies déjà, 2 décennies. Et puis lui, c'est un conteur hors pair. Le pari qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de passer à travers l'histoire du Québec à travers 3 bières qui vont d'ailleurs nous être présentées par Sylvain. D'abord, Sylvain, est-ce que c'est le temps d'une bière? Oh, c'est tellement le temps d'une bière. Allez, bonjour. Mais quelle bière? Ben, je vais y aller avec la bière canadienne la plus médaillée. Depuis 94, elle a plus de 55 médailles, presque 60 médailles maintenant internationales. Et j'ai nommé la réputée La Fin du Monde. Regarde-moi ça, c'est ce Fin du monde que j'ai en plein milieu juste Oui, ici. la fin du monde Mais d'ailleurs, je pense qu'on va commencer notre histoire du Québec avec celle-là. Est-ce que l'histoire du Québec, c'est la fin du monde? Dans les faits, je te dirais, c'est la fin de l'ancien monde. C'est le début d'un nouveau monde. C'est ça qui est l'histoire du Québec. C'est, dans les faits, la fin du monde, quand elle a été lancée par Unibrou en 94, Unibrou a dit, on va rendre hommage aux explorateurs français qui sont venus s'établir en Amérique du Nord et qui ont fondé à l'époque la Nouvelle-France, qui est devenue finalement le Canada. Donc c'était la fin de l'ancien monde. La fin de l'ancien monde qui est aussi le début d'un nouveau monde. Est-ce que c'est pas comme l'équivalent historique de Krishna, qui est comme le dieu hindou du Panthéon, qui est à la fois la destruction et la création? C'est comme découvrir le nouveau monde, ça correspond à créer des conditions favorables pour que l'ancien monde devienne l'ancien monde. C'est comme le nouveau monde signifie l'ancien monde. Intéressant, c'est très philosophique comme façon de penser. On s'est déjà parlé dans un autre balado de microdoses et de champignons. Je pense qu'il faudrait qu'on aille là. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Tout ça pour dire qu'il y a des colons français qui Oui, viennent s'installer dans la vallée du Saint-Laurent, ouais, et puis eux, ils brassent pas encore cette bière-là, non, mais pas du pourtant, tout. ils sont dans un nouveau monde. Oui, Ça ressemble à quoi être dans ce nouveau monde-là pour ces gens-là? ben, si tu me permets, même si je suis pas historien, loin de là, mais je suis un grand amateur d'histoire. Dans mon jeune temps, je pensais même devenir professeur d'histoire dans les polyvalentes et les cégeps. Et bon, finalement, je suis pas mal plus vieux que toi, donc c'est avant Pauline Marois et la réforme de 1995, machin truc. Donc, j'ai été là pendant quelques années, puis j'ai déchanté du milieu en me disant, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. Donc, d'être enseignant, blablabla. Bla, bla, bla. Mais j'aime l'histoire, donc je vais conter un peu aujourd'hui. Habituellement, je le fais sous forme de contes et de légendes, sans me bordrer ben des exactitudes. Fait que je me plonge là-dedans, j'essaie de t'amener à quelque part pour finalement se ramasser au Québec. Donc, Ben, c'est ça. Raconte-nous le Québec. ah ouais, non. Fait que, avant de parler du Québec, ben c'est sûr qu'on pourrait parler du territoire américain, comme il était avant, pré-colombien. Donc, c'est avant la découverte officielle du territoire par les Européens. Même si on sait que les Vikings, avec Éric, sont venus bien avant, en l'an 1000. Mais mettons, parlons là, de l'histoire moderne. Colomb découvre en 1492 l'Amérique, pensant qu'il était arrivé en Inde. Ben, il rencontre des Autochtones, des gens qui habitent le territoire, qu'ils appellent les Indiens. À l'époque,
la richesse, pas la richesse, mais les rois. Les rois ont besoin de toujours plus de richesse pour entretenir leur train de vie, puis surtout montrer l'ostentatoire, tu sais, de montrer comment riches ils sont et bons. Les épices coûtent très très cher parce que les épices qu'on met dans la nourriture, parce qu'à l'époque, il faut se dire, hein, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de méthode de congélation puis de conservation des aliments. Il n'y a pas de sous-vide puis il n'y a pas de Tupperware. Il n'y a pas d'hygiène non plus. C'est pas très facile de conserver les aliments longtemps. Une bonne façon de rendre la nourriture bonne quand on est avec de la nourriture pas bonne parce qu'elle passe date, c'est de mettre des aromates dedans. De mettre des épices. Et les épices, outre ce qui pousse sur le territoire, c'est-à-dire souvent les fines herbes, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout les épices qui vont nous donner l'image d'un prestige, d'être capable de se les payer. Donc, il n'y a que les gens très riches qui sont capables de posséder, ce qui rend la bouffe super bonne et qui la rend tellement intéressante parce que pas très locale, c'est les épices. Et avec les épices, il y a la soie, il y a les bijoux, il y a un paquet d'autres choses. Mais l'idée, c'est de dire comment peut-on réussir à se trouver des épices rapidement à un coût beaucoup plus abordable que ce qui est à l'époque. Parce qu'à l'époque, les épices, ils viennent comment? De deux façons. Ou vous prenez des bateaux qui partent de l'Europe, qui descendent le long de la côte, qui contournent l'Afrique, qui s'en vont l'autre bord, qui s'en vont jusqu'en Asie pour aller en Inde, en Chine, ramasser des épices. Puis là, le bateau vient de l'autre bord. Souvent, on parle d'un an et demi ou deux de bateau. Ouais, c'est long, puis c'est cher, puis c'est dangereux. C'est long, c'est cher, c'est dangereux, c'est la piraterie. À chaque fois que tu arrêtes dans un port, tu te fais taxer, machin truc. Ça coûte cher. L'autre option, tu passes à travers les continents. Donc, on y va avec des caravanes. Là. Fait qu'on part d'Europe, on se ramasse en Méditerranée, on s'en va au Moyen-Orient, on s'en va en... Hey, d'une manière ou d'une autre, les épices en bout de ligne, ça coûte hyper cher. Donc, l'idée, c'est, peut-on avoir accès d'une autre manière à cette ressource que sont les épices d'Orient? Et là, il y en a qui ont des bonnes idées. On a une flaque d'eau juste à côté de nous, là, on est en Europe. Donc, elle est un peu grosse. Pardon? Elle est un peu grosse. Un peu grosse, bien sûr. Tellement qu'on pense ne pas être capable d'aller de l'autre côté. Dans les faits, c'est une croyance qui est pas vraie, mais on dit même qu'à un moment donné, les gens pensaient qu'en arrivant au bout de l'océan, on tombait de l'autre côté. Voilà. Alors, l'idée, c'est de dire, peut-on traverser de l'autre côté pour retentir de l'autre bord? Peut-on passer par l'ouest, traverser l'eau pour arriver à l'est? Et c'est comme ça qu'un dénommé Christophe Colomb va être mandaté en 1492 par la reine Isabelle Ier de Castille, reine d'Espagne. Elle mandate cet homme, Christophe Colomb, avec un budget, avec une centaine de membres d'équipage, un peu plus même, de partir avec 3 bateaux. Hein, on se souvient très bien des 3 bateaux de Christophe Colomb. Il y avait Pignata, Tia Maria et l'autre, c'était Pina Colada. Exactement. Non, dans les faits, oui. Pignata, c'était la Pinta, Pina Colada, c'était la Niña, et il y avait aussi la Santa Maria. Alors, il part avec les 3 bateaux, il traverse l'océan, et il arrive à un moment donné où il arrive dans les Caraïbes, touche pied-terre, et là, il pense qu'il est arrivé aux Indes. Oui. Parce que c'était ça le but. En fait, il n'était pas en Inde. Et là, il se met à rencontrer des gens qui habitent le territoire. Et tranquillement, il les appelle les Indiens. Et chaque fois qu'il voit des nouveaux trucs, il pense qu'il est en Inde. Donc, le blé d'Inde... Le maïs, il s'appelle blé d'Inde. Pourquoi? Parce que c'est un blé qu'on connaît pas chez nous. On est en Inde, fait que c'est un blé d'Inde. Tu sais, c'est l'autre céréale. L'espèce d'oiseau affreux qui fait glou, 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 glou. On l'appelle comment? D'Inde. L'oiseau d'Inde. Sérieux? Je sais pas. Encore une fois, je suis pas un historien, mais en anglais, on l'appelle c'est trop beau pour y résister. On va faire comme si c'était ça pour l'instant. Turkey, c'est aussi le Moyen-Orient. Oui. En tout cas, c'est sûrement pas un oiseau de chez nous. Dans chaque pays, la Turquie a le nom d'un autre pays. T'sais, en Turquie, c'est le nom genre d'un oiseau persan ou quelque chose comme ça. C'est toujours l'oiseau d'un autre pays. C'est comme si tout le monde se renvoie la patate chaude qui est la Turquie dans un autre... c'est pas la Turquie, c'est la dinde. Mais non, c'est pas la dinde parce que ça vient d'Inde. Hey, tu m'as mêlé avec ton blé d'Inde.
Ben oui, c'est ça. On Alors, parle de la fin du monde, puis ça commence avec Colomb. ça commence avec Colomb. Alors lui, il traverse, il découvre un continent, il découvre pas, mais bon, on s'entend. Et là, il rencontre les Autochtones et à chaque fois, il leur demande pour des épices. Et là, les épices, on parle pas la même langue, là. Et puis, moi, on est en balado, il n'y a pas nécessairement de visuel, mais tu es un Espagnol, tu rencontres un Indien, tu veux lui parler, tu fais épices, épices, inévitablement, tu vas porter ta main vers ta bouche. Alors, ils veulent Oui. manger. Alors, les Indiens se mettent à amener de la bouffe aux Autochtones, aux Ben oui. Espagnols. Et ils amènent quoi? Ben, des trucs qu'on connaît pas, hein. Ils amènent la coriandre, ils amènent les tomates, ils amènent le cacao, ils amènent des trucs et des trucs et des trucs. Le tabac aussi, hein, je Le pense. tabac, bien sûr, le tabac. Mhm. Et ils amènent un paquet de trucs qu'on connaît pas. On étant les Européens, les Occidentaux, les Espagnols, puis c'est jamais la bonne affaire. Mais il y a quelque chose qu'on se rend vite compte, c'est que cette gang de pas d'âme, cette gang de personnes qui sont moins que des humains, c'est pas moi qui le dis, c'est les Espagnols de l'époque, sont riches en tabarouettes. Parce que partout où on va, ils ont de l'or. Ils ont de l'or dans les Mhm. bijoux, ils ont de l'or dans la bouche, et l'or n'a pas de valeur pour eux, mais il y en a en C'est un ornement, c'est tout. C'est c'est un décoratif. ornement. Dans les faits, c'est de mémoire, là, c'est quelque chose qui est divin, qui est fourni Mhm. par le soleil. Puis donc, on donne une valeur divine, mais c'est pas une valeur pécuniaire alors, les Européens se rendent compte que par là, il y a une ressource intéressante. Alors, après son premier voyage, Colomb retourne de l'autre côté. D'ailleurs, il laisse un de ses bateaux ici, la Santa Maria, qui était en vraiment mauvais état. Il va la laisser sur place. On va bâtir le premier fort espagnol, entre autres avec les restants de bateaux. Et il retourne de l'autre côté. Et là, tranquillement, il va revenir pour d'autres voyages, mais dans les autres royaumes, on entend dire que, OK, il y a quelque chose de l'autre côté. Ce n'est pas l'Inde pour l'instant, mais en tout cas, il y a possiblement beaucoup de ressources et il y a surtout de l'or. Et là, la quête n'est plus de trouver la route des Indes pour la soie et les épices, mais ça devient également de trouver la route des Indes pour la soie, les épices et l'or. Et donc, tranquillement, tous les autres royaumes vont dire, OK, on va aller de l'autre côté. Donc, les Hollandais vont venir, les Portugais vont venir, les Anglais, en 1497, avec Jean Cabot, en anglais John Cabot, qui est probablement un Italien, donc Giovanni Caboto, va être envoyé par le roi d'Angleterre, va traverser de ce côté-ci et va arriver, va faire le tour, il va longer la côte de la Gaspésie, mais il va surtout arriver, il va toucher terre à Terre-Neuve, à Cap Bonavista, croit-on aujourd'hui, c'est l'endroit où il est touché, et puis il va retourner l'autre bord. D'ailleurs, il y a une célèbre route qui s'appelle la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse, qui est en l'honneur de Jean Cabot, qui a été probablement le premier Anglais à toucher terre à cet endroit-là. Il retourne de l'autre côté, et tous les royaumes vont venir ici, sauf le dernier. Quel est le dernier royaume d'Europe à venir de ce côté-ci de l'océan? Les Français. Trop Ils sont un peu en retard. occupés Ils à sont un peu en la retard. fête avec le petit bas de soie et puis les petits souliers à talons, puis on a du fun. Puis à un moment donné, on s'enrichit pas, on s'appauvrit. OK, il y a des ressources l'autre bord. Et c'est comme ça qu'un malouin du nom de Jacques Cartier en 1534. Donc 1534, 1492, ça veut donc dire qui est presque 40 ans plus tard, eh bien, le Malouin du nom de Jacques Cartier va affréter un bateau avec un peu d'argent qui est allé chercher de personnes riches là-bas qui vont le payer pour traverser et venir voir qu'est-ce qu'il n'y aurait pas. Non, et lui, il ne va pas décider d'aller au sud puisqu'il se rend bien compte que le passage pour l'Inde n'est pas au sud puisque tous les autres y sont allés. Donc, il dit, ben, on va aller par le nord. Et c'est comme ça que Jacques Cartier, après 2 semaines, c'est-à-dire 20 jours de traverse en 1534, va arriver dans le nord de l'Amérique et il va commencer par aller du côté de Terre-Neuve, qui va contourner, il va descendre, va aller proche des îles de la Madeleine et il va arriver au début du mois de juin du côté de la Gaspésie, on parle de la baie des Chaleurs. Et là, il va rencontrer des Micmacs. Les Micmacs, qui sont les Autochtones, qui habitent l'est du Québec, qui sont à l'époque au Maine, la fin du Maine, qui sont tout le long là, du Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie. Et puis, les Micmacs sont là, ils font des gros babayes du long de la côte et ils sont pas surpris de rencontrer des barbus.
Ils ont déjà vu des barbus avant. Des barbus puants, d'ailleurs, parce qu'on se lave pas. On n'est pas beau, on est bizarre. Mais ils nous aiment. Ils nous aiment parce qu'ils savent qu'on a des trucs sur nos bateaux qu'eux n'ont pas. Et on est sympathique parce qu'on est toujours de passage. Donc, les Micmacs font des grands signes parce qu'ils voient une voile au loin. Cartier et son équipage arrivent, touchent à terre, et puis, bon, ils vont échanger des pacotilles pendant quelques jours, rembarquent sur le bateau, et là, il va continuer à monter le long de la côte, et il va se ramasser au début du mois de, je vais pas dire, je pense que c'est le 26 mai, il va arriver à Gaspé, le Gaspé d'aujourd'hui, qui à l'époque n'est pas Gaspé. Et là, il va rencontrer d'autres autochtones qui lui font signe de venir, de venir à sa rencontre. Et il va rencontrer des montagnais. Les montagnais qui sont là, qui viennent chasser, qui viennent pêcher, avec le chef Donnacona. Donnacona, qui est le nom de la ville de Donnacona, qui est un petit peu avant Québec, là, quand on arrive de Montréal. Et eux pointent ils montent le territoire. Puis dans les faits, Donnacona n'est pas très content de voir les Français arriver. Oui, j'ai lu un petit peu sur Donnacona. Il est un peu sceptique. Il y a un peu le sens de l'opportunité d'affaires, mais il y a aussi la sagesse de savoir que des barbus qui viennent d'ailleurs, ça peut être un peu un risque. Puis ça va pas tant bien se passer pour lui et ses fils. Fait qu'il a un peu raison, dans le fond, d'être un peu douteux. Tout à fait. Dans les faits, la date, je parlais de mai, mais c'est plutôt le 24 juillet que la rencontre se fait entre Cartier, son équipage, Donnacona et certains des chasseurs qui sont avec lui. Ils arrivent à Gaspé et ils se présentent les deux et Donnacona va parler bon, on s'entend là, il communique en mots puis en se comprenant pas trop, mais on finit par comprendre que Donnacona se présente en disant je suis Donnacona, il pointe vers l'ouest son territoire et puis il parle de Stadacone, qui est le village où il habite. Stadacone, on n'a pas retrouvé, semble-t-il, les fondations de ce qu'était le village, mais on pense que c'était dans le vieux Limoilou, à Québec, qui était là où habitait Donnacona et ces montagnais-là. Et il pointe le sol. Il pointe le sol en disant, voici ici le territoire qu'on appelle Gaspègue. Gaspègue. Mais qu'est-ce que Gaspègue? Gaspègue est un mot Micmac. Et en Micmac, Gaspègue veut dire le bout du monde. C'est-tu pas beau? Ah, c'est ça l'histoire de la fin du monde. Moi, je pensais que c'était vraiment l'arrivée dans un nouveau monde, mais tu es en train d'ajouter un autre niveau à ça. Tu es en train d'ajouter un niveau très littéraire, voire étymologique. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour deux choses. Et dans les faits, c'est pour plus que deux choses. Un Indien, là, bon, un autochtone, mais à l'époque, un Indien, dans Rabasca, qui est en canot, qui arrive au bout de la péninsule gaspésienne. Là, il est sur le continent, on s'entend. C'est fini. Puis ben là, lui, il regarde à l'est, là. Puis il voit de l'eau jusqu'au bout, là. Puis il n'y a aucun de ses ancêtres qui a jamais vu le bout de ça, là. Lui, avec son petit bateau, il pense-tu qu'il va aller l'autre bord? Non. Donc, pour lui, le bout de la péninsule, c'est la fin du monde. Donc, le territoire, il dit, ici, c'est la fin du monde. Là, c'est comme deux perspectives différentes. Mais tellement! Les Français qui arrivent, qui s'en vont dans le Nouveau Monde, qui savent pas que c'est le début de l'Ancien Monde. Puis après ça, tu as les gens qui sont dans la place, qui sont dans le Nouveau Monde, pour qui c'est en fait le monde existant qui pourrait être l'Ancien Monde, qui arrivent au bout du Nouveau Monde et qui se disent ben c'est la fin du monde. Ben c'est ça! Si tu imagines le Français, qui le matelot, là. Bon, on s'entend, Cartier sait qu'il y a quelque chose de l'autre bord parce qu'il a lu, mais le simple matelot, le simple marin qui est à La Rochelle, qui est sous, je sais pas quoi, lui là qui se fait dire t'embarques avec moi sur un bateau, on va traverser l'autre bord, il sait même pas qu'il y a un autre bord. Lui, quand il arrive ici, où pense-t-il qu'il est? Ben, il pense qu'il est au bout du monde. Là. Il peut pas arriver ailleurs. Puis, si c'est vrai, parce que ça a l'air que c'est pas le cas, mais il pense peut-être même que quand il va arriver au bout de l'océan, il va tomber de l'autre côté. D'une manière ou d'une autre, il s'en va au bout du monde. Et puis là, il y en a un qui monte dans la vigie, puis qui dit « Terre, terre, terre! » Et puis là, on voit bien terre, on arrive, donc on pense qu'on est rendu au bout du monde. Non seulement tu penses ça, mais tu rencontres un Indien qui dit « Hey, bienvenue! C'est ça où tu te trouves? » Tu te trouves au bout du monde. À la fin du monde! Mais donc, quel excellent clou de girofle, de clou de fin de dégustation de notre première bière. Tu sais, c'est comme, moi je me dis, si c'est la deuxième fois que tu vois la fin du monde, sûrement que tu te dis que c'est pas la fin du monde. Ben, non, c'est le début. Dans les faits, c'est la fin du monde, puis c'est le début du nouveau monde. Alors, la fin du monde, c'est quoi? C'est le moment où les Français
et les Indiens se rencontrent pour la première fois et qui décident, pas qui décident, mais qui finalement qui vont créer un nouveau monde. Donc la fin du monde, c'est la fin du monde avant que les Français découvrent l'Amérique et qu'ils viennent s'y installer. Et donc c'est le début d'un monde moderne. Donc la fin du monde est le début de quelque chose de nouveau. C'est beau, Ouais. hein? Ben ça, c'est non seulement poétique, mais c'est vrai sur plusieurs dimensions parce que euh, la découverte des Amériques change les paradigmes qui sont à cette époque-là, les fondements de la civilisation occidentale, ça remet tout en question. Puis un siècle après la découverte des Amériques, tu as l'imprimerie, tu as les guerres de religion, puis tu as la modernité. La modernité est intrinsèquement reliée à la découverte des Amériques et tout le carnage pseudo-génocidaire slash culturel qui s'en est suivi. Puis ça, c'était en réalité aussi la partie la plus sombre de la fin d'un monde. Puis pour continuer sur une note moins sombre et sinistre, là, tu vois que cette bière-là, je m'apprête à la finir. Ça, c'est l'échantillon que je me suis procuré de votre fin du monde. Oui. Poursuivons vers la don de Dieu. Mais C'est-tu la don du ciel ou la don de Dieu? la don de Dieu. La don de Dieu. Juste avant, ce qui est intéressant, Oui. puis je finis avec ça, avec Fin du monde, Unibrou a été la première brasserie d'Amérique à dédier la fabrication de la bière aux bières de type belge, belge qui, entre autres, parlent français. Donc, c'est un hommage aux francophones d'Amérique. Qu'est-ce que Cartier venait chercher? De l'or et des épices. Unibrou fait des bières belges. Qu'est-ce qui distingue les bières belges des autres? L'utilisation d'épices dans la bière. Et quelle est la couleur de la fin du monde? Je te le donne en mille. De couleur or, comme l'or et les épices que venait chercher Jacques Cartier lorsqu'il arrive en Amérique en 1534. C'est pas beau la vie? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et c'est pour ça que si vous regardez l'étiquette de Fin du monde, vous voyez vraiment le Québec qui est illuminé de par derrière, qui est le centre de l'univers. C'est le berceau des Français en Amérique. Mais ça, juste pour que tout le monde me comprenne bien en nous écoutant, là, le Québec est bien le centre de l'univers, non? Juste pour confirmer, là. D'accord. Définitivement. Et comme le dirait ton père, c'est le bout de la marde. Je salue mon père, que j'aime beaucoup. Donc, Alors, ça, donc, c'était là, la fin du monde. on a un nouveau territoire. Et d'ailleurs, quand Cartier va arriver, il va planter une croix sur le sol à Gaspé. Une croix de 30 pieds de haut qu'on voit de très très loin pour dire je prends possession du territoire au nom du roi de France. Et c'est ça que Donnacona aimera pas, de dire ah la tabarouette, lui c'est pas le fun ce qu'il vient de faire. Non non non, c'est symbolique puis c'est pour notre Dieu. Alors que dans les faits, il y avait une idée derrière, c'est prendre possession du territoire. Et c'est à partir de ce moment-là que les Français se mettent à dire nous avons maintenant également un territoire qui s'appelle la Nouvelle-France. Territoire qui sera pas du tout exploité parce que les rois de France ne croient pas du tout en une nouvelle France. Ils croient pas aux richesses qu'on peut en découler. Ils ont d'autres choses à faire que mettre de l'argent dans l'idée de parcourir le territoire puis de venir extraire, ramasser des ressources. Donc, ça va prendre beaucoup de temps avant que on décide vraiment d'investir le territoire. Un, pour retirer des ressources, alors qu'au début, ce n'est que de la pêche et un peu de traite de fourrure. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on dise, OK, il faudrait peut-être commencer à mettre du monde pour vrai. Et la personne qui a eu cette idée-là, c'est un cartographe du nom de Samuel de Champlain. C'est le fun, hein? Champlain, oui, ça me dit quelque chose. Alors, Ça me rappelle mes années de guide touristique au musée du Royal 22e Régiment à la Citadelle de Québec. On parlait beaucoup de Champlain, on parlait de Jean Talon, on parlait évidemment des plaines d'Abraham. Puis là, c'est notre petit Champlain qui est un cartographe, un cartographe, qui arrive qui arrive dans Vallée-Laurentienne puis il redessine le monde. Oui, et je suis en train de lire un livre justement sur Samuel de Champlain qui s'appelle Le rêve de Champlain, qui a été écrit par un Américain du nom de David Hackett Fisher, qui lui voue un culte incroyable. Un culte incroyable. D'ailleurs, les Américains, je pense, aiment plus Champlain que les Québécois eux-mêmes. Il y a des musées de Champlain, il y a des statues de Champlain un peu partout. Champlain va cartographier l'Amérique du Nord, comme en tout cas les côtes, comme peu de personnes l'ont fait. Et Champlain va arriver. Comment ça se fait qu'un simple cartographe a accès direct au roi de l'époque, qui est Henri IV?
On dit que Champlain serait peut-être le fils illégitime de Henri IV. Avant qu'Henri IV devienne roi, alors qu'il était un jeune prince, il était volage. Il aurait eu plusieurs aventures dans plusieurs départements et un des résultats de ces aventures serait Champlain. Il aurait été élevé par une famille dont le père était un matelot, mais qui est étonnamment devenu capitaine du roi de France. Donc, il y a des accointements bizarres qui font que probablement qu'il était protégé de Henri IV, puisque il avait accès à des ressources qu'un simple cartographe ou matelot n'aurait pas pu avoir. Anyway, Champlain a, comme Henri IV, quelque chose derrière la tête. C'est un humaniste. Et l'idée, c'est de venir bâtir de ce côté-ci de l'océan un nouveau pays, une nouvelle France. Alors que les Anglais, les Portugais, les Espagnols, ils viennent tous avec une seule idée, ramasser les ressources, exploiter le local pour retourner de l'autre côté et rendre la métropole plus riche. Champlain et Henri IV ont complètement un autre dessein. On pourrait-tu venir ici pour créer un nouveau monde, partir une France sous des nouvelles bases? Pas les mêmes hiérarchies, pas les mêmes cultures. On va vraiment prendre l'ensemble de ce qu'on va trouver pour créer un nouveau pays. Et c'est comme ça que Champlain décide, avant de venir en Nouvelle-France, de dire, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il a fait un premier voyage. On est en 1599. Pendant 2 ans, Champlain va traverser et il va aller en Nouvelle-Espagne. Il va s'en aller du côté, il va aller à Cuba, il va aller à Saint-Domingue, il va voir Haïti, il va se ramasser à Carthagène, en Colombie. Pendant 2 ans, il vient voir ce que font les Espagnols. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il dit non, moi, pas question que nous autres on fasse ça, là. Il a vu des choses, des plongeurs qui allaient chercher des perles, on les forçait à redescendre. Ils flottaient parce qu'ils étaient morts, puis c'était pas grave, on envoyait un autre, autant des indigènes que des noirs. Puis lui, il dit non, ça rentre pas dans son idée d'humaniste. Alors lui, il se dit, si j'ai à faire quelque chose au nord, ce sera pas comme ça. Donc, il arrive déjà avec des idées bien différentes de comment on pourrait s'intégrer à une nouvelle culture. Il va faire un voyage exploratoire en ce qui est en Nouvelle-France. Son premier voyage est en 1603. Et là, c'est assez intéressant parce que 1534, Jacques Cartier, 1603, Samuel de Champlain, il y a un tabarouette de bout de temps. Il n'y a pas de monde sur le territoire. Les Français n'ont pas commencé à coloniser le territoire encore. Et Champlain va arriver, premier voyage, il s'en vient ici à titre de cartographe sur le bateau avec, j'ai oublié le nom du capitaine, qui est quelqu'un qui a un haut rang. Et dans un précédent voyage d'un Français, 2 jeunes princes montagnais avaient été mis à bord du bateau et ramenés en France. Alors quand Champlain vient ici en 1603, je t'écoute. Tu veux dire kidnappé? Bon, ça dépend de la version de l'histoire que tu connais puis qui l'a écrit. Cela dit, souvent, c'est les gens qui ont gagné qui écrivent l'histoire. Cela dit, les 2 jeunes princes montagnais, kidnappés ou pas, sont à bord du bateau et reviennent au pays et ils savent, et c'est eux qui vont guider Champlain, qui remonte le Saint-Laurent, ce qui avait jamais été fait pour vrai, jusqu'à Tadoussac. Jusqu'où on s'était rendu. Jamais un Français avait été plus loin que Tadoussac. Et c'est là où il s'arrête en 1603. Ils arrêtent devant le port de Tadoussac aujourd'hui, qui est une petite baie. Et là, ils jettent l'ancre du bateau. Le bateau qui s'appelle le bien renommé, la bonne renommée. Et on est en mai 1603. Ce qu'ils savent pas, c'est que à quelques kilomètres de l'autre côté du Saguenay, donc du côté ouest, il y a un rassemblement d'Autochtones qu'ils appellent à l'époque les Indiens qui sont là. Il y a 3 grandes nations qui viennent de se regrouper. Il y a entre autres les Montagnais, 2 groupes de Montagnais, les Bessiamites, qui sont les Montagnais de l'Est, donc vraiment là, la côte nord, et il y a des Montagnais Atikamekw, qui sont entre autres ceux qui sont à Québec à l'époque, qui sont là. Il y a également des Algonquiens de l'Outaouais qui sont avec les 2 autres groupes de montagnais. Et il y a des Etchemins, les Etchemins qui occupaient plutôt la rive sud et qui allaient jusque dans le Maine. Et ils sont tous regroupés ensemble à Tadoussac, c'est-à-dire pas loin de Tadoussac, Pointe aux Alouettes. Et
le lendemain de l'arrivée de Champlain, alors que Champlain et le capitaine disent on faudrait à un moment donné qu'on rencontre des Indiens. Alors, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a des Indiens qui viennent à leur rencontre parce qu'ils ont vu ce gros bateau à voile-là. Ils viennent le voir et ils disent on vous invite à venir à terre, nos chefs voudraient vous rencontrer. Et lorsqu'ils arrivent dans le village temporaire, il y a Champlain capote bien raide, là. Il y a 200 canots d'écorce, ce qu'il n'a jamais vu, qui sont rassemblés au même endroit. On parle de jusqu'à 1000 guerriers de ces 4 nations-là qui sont regroupés ensemble et ils font une grande tabagie. La grande tabagie, c'est ce qui était l'équivalent d'un grand buffet. Le powwow, c'est autre chose. Mais Champlain parle de tabagie. Et là, ce qu'ils sont en train de célébrer, c'est qu'ils viennent ils viennent de descendre le fleuve, ils arrivent de la région de Montréal, où ils viennent de gagner une bataille importante contre leur ennemi juré, les Iroquois. Quelle gang? Les Mohawks, que les Français appellent les Agniers. Alors, ils sont là, ils viennent de se regrouper pour célébrer une victoire importante contre leur ennemi juré. Champlain et le capitaine arrivent dans le village, sont reçus, et là, les 2 kidnappés, ils sont pas si kidnappés que ça parce que ils vont se mettre à parler en montagnais et ils vont relater ce qu'ils ont vécu depuis 2 ans en France. La magnitude du roi, la beauté du territoire, la grandeur des immeubles, la structure. Et ce qu'ils disent, c'est hey, l'autre bord, là, sont organisés en tabarouette, puis ils ont des moyens, puis ils nous ont super bien traités, le roi nous a reçus, on est l'ami du roi. Alors, le grand chef des montagnais de Québec, donc des Bécéamites, qui s'appelle Anada Bijou. Anada Bijou écoute ça, et là, il prend parole, parce que c'est lui qui reçoit toute la gang, et il dit « Wow! Je suis content d'entendre ce que vous dites. Moi, là, votre roi, dites-lui qu'il peut venir s'installer ici quand il veut. Il peut venir coloniser le territoire. Ça me fait plaisir de vous recevoir. En autant que, comme nous, vous nous aidiez à nous battre contre notre ennemi juré, les Iroquois. Donc, ce Sagamo, donc ce chef indien, dit « Venez quand vous voulez. Installez-vous, vous êtes les bienvenus. On vole pas le territoire, on vole pas les richesses. Il nous les offre dans le sens, on s'entend là, c'est l'occidental d'aujourd'hui qui le dit, là, mais il nous dit, venez vous installer, vous êtes les bienvenus. En autant que vous nous aidiez à combattre ceux qui sont nos ennemis jurés, vous êtes les bienvenus. Et c'est avec cette idée-là que Champlain fait comme « wow » et qui va retourner en France et qui va aller dire, ben regarde, on peut vraiment penser maintenant s'établir sur le territoire, on est les bienvenus, puis bon, par discussion, ils se font dire puis il est revenu, il a vu qu'à Québec, il y avait au pied d'un cap qui avait été cartographié par blablabla, on peut y aller, puis et c'est comme ça qu'il revient en 1608, en se disant, ben là, on peut y aller, on est les bienvenus, et là, il va venir vraiment fonder la ville de Québec, avec des engagés, avec des gens en disant on va s'établir sur place parce qu'on est les bienvenus et on ne se fera pas attaquer. D'ailleurs, si vous regardez l'étiquette de la bière Don de Dieu que je bois en ce moment, vous allez voir que sur l'étiquette, il y a un bateau. Le bateau s'appelle le Don de Dieu et c'est le bateau sur lequel était Samuel de Champlain lors de son 2e voyage à Québec, c'est-à-dire en Nouvelle-France, en 1608, alors qu'il revient pour fonder la ville de Québec. Alors, derrière, on voit le sigle, et bon, il faudrait vraiment l'agrandir ou aller voir une photo sur Internet, mais c'est le sigle, entre autres, avec des fleurs de lys, qui sont le sigle des Bourbons, parce que Henri IV est le premier des Bourbons, et c'est lui qui va mettre en place la fleur de lys comme étant le symbole du roi de France. Et donc, quand il va fonder la ville de Québec, il est sur le Don de Dieu. Et l'image que vous voyez sur l'étiquette Don de Dieu, eh bien, c'est quoi? Vous regardez comme il faut, sur le côté du bateau, vous voyez des rabascas. C'est les Indiens qui viennent à la rencontre de Samuel de Champlain 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Ben voyons donc, ben oui, Ben je viens voilà. juste de remarquer Et ça. là, ils le reconnaissent. Ils savent exactement c'est qui parce qu'en 1603, 5 ans auparavant, ils l'avaient rencontré. Ils viennent à sa rencontre et sur le côté, on le voit pas encore une fois, il faut l'agrandir, mais on voit Samuel de Champlain qui est là avec Pontcarré, qui est le capitaine, sur le bateau Don de Dieu, qui viennent fonder la ville de Québec. Il y a un côté festif
je trouve, dans vos bières à Unibrou, il y a une idée de rassemblement, puis clairement, à la façon dont tu me racontes cette histoire-là, tu vois dans l'histoire du Québec des gens de différents continents, de différentes cultures qui s'en viennent ensemble pour brasser quelque chose en commun, tout en considérant le fait qu'il y a une scène géopolitique quand même assez trouble. Il y a des guerres un peu partout. En Europe, tu as les guerres de religion Bien sûr. qui sont aussi participatives au projet de Champlain de quitter un monde en tumulte, d'en créer un dans lequel il y en aurait peut-être moins. Puis là, Champlain, qui, dans son projet créatif, s'en va fonder Québec, se retrouve lui aussi, comme bien du monde qui sont déjà à Québec, c'est-à-dire les Autochtones, en plein de groupes qui sont déjà dans des dynamiques de conflits. Puis, tu sais, de la même façon qu'en Europe, tu as des monarchies qui se font la guerre à grands coups de dynastie ou d'invasion de campagne lorsque la saison vient. En Amérique du Nord, tu as la même chose. Il y a juste moins de dynasties puis de trônes, mais il y a tout autant de géopolitique complexe qui demandent vraiment beaucoup de tractations pour être réglées. Puis c'est là-dedans que s'insère un peu la colonisation européenne, qui est quand même, à un certain niveau, une tentative d'exploiter le plus de possible de ressources à tout prix. Tu as Il y a beaucoup raison. de choses qui se passent en même temps. Tu sais, T'as- Champlain, il a l'air d'être un des bons gars là-dedans. Je sais pas si Tout à c'est un fait. peu exagéré de dire ça, mais Non, non, t'en mais parles comme un humaniste. Fait que clairement, il doit avoir fait quelque chose de quand même pas trop condamnable. ce qui est intéressant, c'est la façon dont Champlain présente son projet. Les Indiens voient en lui une possibilité d'augmenter leur niveau de vie, d'augmenter leur sécurité, d'augmenter Hmm. leur... Parce que, bon, on s'entend, là, les Indiens, c'était des sacrés commerçants. Là. Ils vivent déjà du troc. Ils n'ont pas la valeur monétaire des choses, mais c'est pas du monde innocent qui vivent pauvres non plus. Ils savent en ayant plus de ressources, ils sont capables d'avoir une meilleure vie. Et il y a déjà de la chicane de façon importante avant que les Européens arrivent ici, surtout dans le Nord, entre les différents Autochtones. Et pendant longtemps, on a reproché à Champlain d'avoir foutu le bordel en faisant des alliances, alors que non, Champlain n'a pas foutu le bordel. Champlain est venu dire, OK, vous avez des problèmes, on peut peut-être vous aider. Et les Indiens trouvent, encore une fois, je dis Indiens comme ce que les Européens disaient, les Indiens voient en Champlain une façon de régler leurs problèmes. Donc, Ouais. Champlain est un bon gars, à quelque part. À quelque part. Puis, tu sais, ça nous montre à quel point le monde devient compliqué à cette époque-là parce que tu as deux civilisations complètement différentes comment je pourrais dire ça, se touchent et se heurtent en même temps. Puis, il suffisait d'une seule puissance européenne qui apporte des fusils, du fer, puis des maladies pour tout scraper l'équilibre civilisationnel qui existait en Amérique du Nord. Pendant Il y avait longtemps. un... Il y avait un... Vas-y, je Non, t'écoute. vas-y. Il y avait quelque chose de dramatique qui allait arriver de toute façon à cause de la rencontre de deux mondes différents. Les fusils, c'est quelque chose de vraiment important. Pendant longtemps, les Français refusent catégoriquement d'échanger et de troquer les armes. Même si ça a une certaine valeur et que les Autochtones en veulent, ils n'en donnent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que le bordel va pogner, là. Et à un moment donné, certains, je me souviens plus quelle gang, décident de dire, si vous nous fournissez pas d'armes, on lâche notre alliance. Parce que de l'autre bord, les Hollandais en donnent aux Iroquois, puis les Iroquois nous tirent dessus avec des balles. Donc, ou bien tu nous en donnes, ou bien on switch de camp. Ouais. Et à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix. Mais c'est là que, c'est pas là, mais ça a eu des incidences assez importantes. Ben, tu sais, moi, ça me fait penser à la guerre froide, puis on devrait peut-être conclure là-dessus pour passer à notre troisième bière, à notre troisième chapitre d'histoire culturelle du Québec. Ça me fait penser à la guerre froide, où est-ce que la guerre froide, essentiellement, c'est une course à l'armement par nations interposées, loin des frontières des principaux pays qui sont en guerre, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie. C'est une course aux armements. Puis dès que tu introduis des fusils en Amérique du Nord, à cette époque-là, la question c'est, OK, qui va acheter les prochains fusils? Nous aussi, il nous faut des fusils. Il faut des fusils tout le monde, il faut des chevaux, tout le monde doit se moderniser. C'est une course. Ça a un facteur déstabilisateur qui s'ajoute avec le fait que les puissances européennes sont là pour faire de l'argent, coûte que coûte. Ils introduisent des maladies.
en le sachant et des fois sans le savoir, souvent avec une Souvent à méchance dessein. coupable de... Souvent à dessein, ouais, c'est comme... il y a des graves choses qui se passent. L'occupation de l'Amérique du Nord se passe avec un génocide bactériologique, si on veut. Bien sûr, D'ailleurs, c'est ce qui fait la chute semble-t-il que de... la première guerre bactériologique de l'histoire de Oui. l'humanité était l'arrivée des Européens en Amérique. Ben oui, je pense que avant même que les Européens arrivent en Amérique du Sud, il y avait le chef peut-être des Incas qui avait succombé à une maladie qui venait de l'Europe. Fait que tu avais les couvertures, tu avais les dessins, parfois machiavéliques de certains chefs d'entreprise, parce qu'il faut le dire, la colonisation, ce sont d'abord et avant tout des compagnies privées financées par des rois. Ce sont des chartes, ce sont des monopoles. Les 13 premières colonies américaines, c'est des chefs d'entreprise qui se disent, OK, nous, on fait nos opérations dans ce petit carré ou dans ce petit rectangle ou dans ce petit losange. Puis bref, Samuel de Champlain semble occuper une place un peu à part, peut-être parce qu'il vient d'une partie particulièrement trouble de la France qui est la guerre de religion. On le sait, Henri IV va se faire ultimement buter parce qu'il a marié la mauvaise personne à une époque où est-ce que, ben, littéralement, à son propre mariage, il y a un énorme massacre de protestants. On pense que c'est la faute de Marie de Médicis, de Catherine, pardon, de Médicis, qui aurait organisé ça, qui est une femme de grand pouvoir, d'origine italienne, de la fameuse famille richissime des Médicis. Et c'est un épisode qui montre bien à quel point la scission religieuse fait des victimes, crée des problèmes et lance des nouveaux projets politiques. Et là, tu as l'enfant possiblement illégitime d'un certain Henri IV qui se voit comme la possible incarnation d'un monde meilleur en venant ici créer cette espèce de projet qu'il a en tête qui est finalement la ville de Québec. Oui. Cartier arrive ici en catholique. Champlain arrive ici en protestant. Et oui. à l'époque, tu l'as dit, souvent pas souvent, mais c'était souvent non, c'est ça, c'était des entreprises privées qui payaient les expéditions. Ouais. Quand Cartier vient, c'est pas le roi qui paye. Quand Champlain arrive, c'est pas Henri IV qui paye non plus, c'est des compagnies privées. Et il faut attendre vraiment le milieu du 17e siècle avec Louis XIV pour que on dise, OK, on va prendre le contrôle de ce qui se passe sur le territoire. Et là, on va vraiment, c'est le roi de France qui dit, je m'occuperai du développement de la colonie. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites, c'est des compagnies privées. Et le mandat est toujours le même. On va vous backer avec, le roi va vous backer pas financièrement, mais il va autoriser le voyage à condition que vous ayez convertir les âmes des locaux. Alors que quand Champlain vient, son bateau s'appelle le Don de Dieu. Et si vous regardez sur l'étiquette, on voit vraiment le ciel, il est noir. Le ciel, il est couvert de nuages. Et le ciel s'entr'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit? La lumière divine qui descend vers quoi? Vers le bateau, mais surtout vers les Autochtones. Donc, le don de Dieu, c'était de venir donner une âme aux sauvages qui n'en avaient pas, en leur disant, le Dieu existe, vous serez sauvés. Et les premiers voyages, c'est même pas le cas. Et à un moment donné, il se rend bien compte, Champlain, qu'il n'y a pas le choix. S'il veut aller chercher plus de sous, il va falloir qu'il s'associe avec l'Église. Puis là, c'était compliqué. C'est ça qui est arrivé. Catholique. Puis c'est pour ça que ça a été long avant, parce que le voyage de 1608, pardon, il y a pas, le religieux n'est pas derrière le truc, et c'est beaucoup plus tard qu'il va décider de s'associer avec le clergé pour aller chercher plus de fonds et de commencer à avoir des missionnaires sur les bateaux. Chose certaine, la suite de l'histoire. Là, on se ramasse avec la fondation de la Ville-Québec en 1608. Après ça, là où vraiment la France dit « je m'occupe de le territoire », il y aura un développement, une vraie colonisation du territoire, c'est Louis XIV. Et c'est là où va arriver le premier, dans le fait, le deuxième intendant de la Nouvelle-France. Le premier était plutôt insignifiant, pas fait grand-chose, mais celui qui a vraiment été le plus connu. D'ailleurs, si je vous demande quel est l'intendant de la Nouvelle-France, le nom qui revient toujours est... Jean Talon. Jean Talon. Jean Talon va arriver avec le mandat de régenter un peu, de structurer ce qui va se passer ici. Et lorsque lui va arriver, il arrive avec
une permission royale, des budgets royaux pour s'occuper d'une réelle colonisation. Et il va entre autres arriver pour l'escorter sur le bateau avec son premier voyage, un régiment qui avait gagné des guerres importantes, entre autres de mémoire en Turquie. Il revient, c'est le régiment Carignan-Salière qui va être à bord, qui va escorter Jean Talon lorsqu'il va arriver à Québec, qui va s'installer. Le régiment Carignan-Salière qui va s'en aller tout le long du Saint-Laurent, monter des forts, qui vont remonter la rivière Richelieu à l'époque, qui s'appelle la rivière aux Iroquois, et qui vont entre autres bâtir le premier fort à Chambly, qu'on voit sur l'étiquette blanche de Chambly. La première barricade qui avait été montée par les soldats du régiment Carignan-Salière était une bourgade, c'est-à-dire une barricade de bois. Et il faut attendre l'arrivée des Anglais au début du 18e siècle, en 1709 de mémoire, pour que la barricade de bois soit tournée en barricade de pierre, parce qu'on se battait, on guerrera plus contre des flèches, mais contre des boulets de canon. Alors, c'est vraiment Jean Talon qui va arriver, qui va dire, OK, on va établir les Français en Amérique. Et ce qui devient surtout intéressant, c'est que c'est à ce moment-là où les Français ne se contenteront plus de s'installer le long de la rivière Saint-Laurent et au tout début des rivières. C'est là où on va rentrer à l'intérieur du continent. Et c'est à partir de Jean Talon que des gens de la place vont être payés, souvent par des chefs d'expédition français, pour être les coureurs des bois et aller voir, on peut-tu le trouver, le fameux chemin qui va nous amener en Inde? Parce que là, on est rendu à Montréal, mais on n'a encore pas traversé le reste. Donc, c'est avec Jean Talon que de l'argent va être mis pour dire allons explorer plus loin. Et c'est donc à partir de cette époque-là où les Français vont commencer à remonter à Montréal. Puis là, ils vont fonder Montréal. Mais là, il y a des rapides. Ah ben là, il faut passer par-dessus les rapides. Puis là, on va y aller. Puis là, des Français vont aller jusqu'au Grand Lac. Puis là, ils vont découvrir tout le territoire des Hurons, la Huronie, qui est la baie georgienne aujourd'hui. Et puis qui vont continuer à monter. Puis c'est les mêmes Français qui, à un moment donné, vont dire, on cherche la route qui nous mène vers la grande rivière. On l'a. Et on se met à descendre pour se ramasser où? Ben, se ramasser en Louisiane et non pas la bonne étendue d'eau, mais au golfe du Mexique. Donc, les Français ont rentré dans le territoire jusqu'à descendre en bas au golfe du Mexique avec Charles Lemoyle d'Iberville, qui va être le premier Français né ici. Dans les faits, c'est un Canadien, mais son père était Français, qui va aller fonder la nouvelle Orléans et qui va faire Biloxi et tous les trucs qui sont là. Donc, c'est à partir de Jean Talon que vraiment les Français prennent possession du territoire, développent un nouveau peuple, des gens qui vont naître ici, qui vont avoir leur propre tradition, qui est mi-française, mi-nord-américaine, mais surtout tellement bien métissée avec les Indiens, notre façon de se déplacer, notre façon de survivre au climat, notre façon de manger, avec de la courge, avec du maïs, avec comment on va faire nos vêtements. Ben, c'est pas les petits bas de soie puis les talons hauts, là. Il va vraiment falloir s'habiller à la nord-américaine dans le fret en estique. Ben, c'est les Indiens qui vont nous aider. Donc, ce nouveau peuple va prendre essence, va tranquillement s'enraciner le long des grandes rivières, le long du fleuve Saint-Laurent. Et ça m'amène à parler de la troisième bière, qui est la Maudite. Oh, ben justement, j'ai un petit échantillon juste ici. Ah ben ça tombe bien, moi aussi. Donc, la Maudite... Imagine, la nature fait bien les choses. Ben oui, la brasserie fait bien les choses. La nature fait bien les choses. Alors, la Maudite, pourquoi je veux vous en parler? Parce que là, on est vraiment dans le français, les Français. Dans les faits, c'est plus les Français, c'est rendu les Canadiens. Les Canadiens sont quoi? Sont les Français de tradition, mais nés ici. Et quand on est ici, on n'est pas un Français. Tu sais, on dit que les Français, c'est nos cousins, mais ils n'ont pas été très gentils avec nous, les Français. Les Français n'ont pas été gentils avec les Canadiens. Les Canadiens n'avaient pas le droit de vote. Les Canadiens n'étaient pas des Français. On était les en dessous des Français. C'est les Français qui bossaient. Puis nous autres, ici, nés ici, on était des cultivateurs. On était du monde qui n'avait pas vraiment de droits. Mais tranquillement, on a revendiqué des droits auprès de la France. Bon, là, la merde de poignée, quand les Anglais ont pris possession du territoire, on venait de perdre notre mère patrie, déjà qui nous respectait pas beaucoup. Puis là, on se ramasse avec des boss qui sont des anglophones, qui n'ont pas la même langue que nous, qui n'ont surtout pas la même mentalité que nous avec qu'est-ce qu'on va faire avec le territoire, qui n'ont pas la même religion que nous. C'est pas des catholiques, mais eux autres, c'est des protestants
affirmé. Et c'est bon, c'est tout ce qui est suivi entre la dualité entre les francophones, pas les francophones, les Canadiens et les Anglais. Mais il brasse de la bière. Ah, il brasse de la bière. Beaucoup de bière à Québec. S'il y a une chose que les Anglais ont faite, c'est starter des brasseries. J'en ai parlé avec Pierre Clermont, qui est notre historien encyclopédique de tous les permis de brassage qui ont jamais existé à Québec. Puis laisse-moi te dire une chose. À partir de la fin du 18e siècle, les permis de brassage, c'est anglophone. Merci, bonsoir. Ils ont fait de la bière. Alors qu'aux États-Unis, fin de la parenthèse. Donc aux États-Unis, il y a une brasserie de Pennsylvanie qui s'appelle Yuengling, qui leur slogan que tout le monde connaît à travers les États-Unis, c'est The oldest America's oldest brewery. Eh bien, ils sont dans le champ, parce que la plus vieille brasserie d'Amérique, c'est pas Yuengling, c'est Molson, en 1786, qui est un Anglais, qui est un homme d'affaires incroyable et qui va décider de s'installer à Montréal. La première n'était pas à Montréal, mais bon, il s'installe à Montréal, il décide d'amener la bière. Et attends. Sérieusement, attends un petit peu. Tu es en train de me dire que c'est important, là, la plus vieille brasserie encore en opération, c'est Molson. La première brasserie d'Amérique, c'est Jean Talon. Jean Talon, de mémoire, c'est 1667, va ouvrir la première brasserie d'Amérique avant Boston, avant New York. Et c'est la brasserie de l'Intendant qui a duré 3 ans, qui a fermé. D'ailleurs, il y a eu des balados que vous avez présentés. Cela dit, la première brasserie encore en opération, c'est 1786 et c'est Molson. Et donc, les Anglais vont vraiment amener le côté business de la chose. Pas au début. Il faut attendre la révolution industrielle du milieu du 19e siècle pour vraiment que ça devienne une business. Mais Molson, il est exactement là-dedans, là. 1786, puis le début du 19e siècle, on est à la même place. Et c'est là que l'industrie brassicole québécois, canadien, prend son envol. Et c'est aussi là que les Québécois vont tranquillement devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui vivent refermés sur eux, c'est-à-dire ce qu'ils étaient, des gens refermés sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se protéger de ceux qui sont leurs boss, les Anglais, qui ont une autre culture, qui ont une autre façon de voir, qui ont une autre langue, qui ont une autre religion. Et on va devenir très tissé serré. Donc, qu'est-ce qui nous met ensemble? Ben, c'est le travail, c'est la ferme, c'est la religion, c'est les repas familiaux, c'est les grandes familles. Et tout ça va s'articuler, entre autres, à travers les saisons. Et donc, la plupart des Québécois, c'est pas des notaires, c'est pas des hommes d'affaires. Qu'est-ce que les Québécois ordinaires? Un agriculteur. Et qu'est-ce que fait un agriculteur? Ben, il agriculte. Ça veut dire que tout l'été... Oui, agriculturer, comme tout le monde sait, est un verbe accepté par l'Académie québécoise de Sherbrooke. N'est-ce pas? On agriculture, c'est en agriculturant qu'on devient agriculteur. Alors, le Québécois ordinaire est un agriculteur. Voilà. Et donc, il s'occupe de la terre, il fait ses semences, il récolte, on est rendu en octobre, l'action de grâce, merci bon Dieu d'avoir été bon avec nous, on a du stock en masse, on nettoie les outils agraires, on ferme la grange, on répare, wow, on est rendu au début du mois de novembre, hey là, la famille a faim en tabarouette, puis ça prend de l'argent, là. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 4-5 mois? Ben, on va faire... On touche du bois, mais avec une hache. Exactement, on va quitter nos familles. Et là, le père s'en allait avec ses fils les plus vieux, 14, 15, 16 ans. Le père va partir pendant plusieurs mois, va se faire engager souvent par un Anglais, qui est le boss, et le foreman, qui est dans le fait, celui qui paye la grosse expédition sur une entreprise anglaise. Le boss, le foreman, va être un Anglais qui va dire aux petits Québécois francophones quoi faire. Et là, on part à bord d'un bateau, à bord d'un train, et on va s'en aller à plusieurs kilomètres de chez nous, 200, 300, 400, 500 kilomètres, et on va s'installer à la fin de l'automne, au début de l'hiver. On va monter un camp, on coupe des épinettes, on coupe des sapins, du pain, on monte une cambuse. Du pain, oui. Le pain, c'est important pour la marine anglaise. Oui, bien sûr. Et là, on va monter des cambuses, c'est-à-dire un mélange entre un dortoir, une cuisine, un bureau, c'est le milieu de vie. La cambuse, c'est là où on vit pendant 5 ou 6 mois, 25, 30, 40, 100 hommes. Il n'y a pas de plancher, hein. On est à même le sol gelé. Et là, c'est des murs bâtis comme tu voudras. Puis là, ben, les gars vont être là pendant plusieurs mois. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont bûcher le bois. Bûcher. Au printemps,
Les rivières fondent. Qu'est-ce qu'on fait? Aussitôt que la rivière est fondue, tout ce qu'on a bûché pendant l'année, on le met dans la rivière, va descendre plus bas, va se ramasser dans un moulin. Et une fois qu'il n'y a plus de bois à bûcher parce que l'hiver est fini, ces gars-là rembarquaient d'un bateau, rembarquaient d'un train, retournaient chez eux. On est rendu au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sème et puis on recommence le cycle. Alors, j'arrive avec la maudite. Qu'est-ce que la maudite? C'est tellement le Québec de cette époque-là. C'est des hommes qui sont partis de chez eux, qui sont depuis 1 mois et demi pognés dans le bois. Puis là, il y a des jeunes garçons fringants là-dedans, là, parce que oui, il y a des pères de famille, mais il y a des jeunes et fringants, tout le monde connaît l'expression. N'est-ce pas? Il y a 18, 19, 20 ans, t'es pas marié, puis là, t'es pogné dans le bois, pas de belle créature, tu seul, pendant des mois, tu t'ennuies de la belle petite, je sais pas qui. Ça tente le diable. Eh ben écoute, parlons-en, parce qu'on est catholique. Le diable fait partie de tout. Le diable fait partie surtout des choses interdites. Et là, on est la veille du jour de l'an. Il y a des gars qui sont là, qui s'ennuient, qui voudraient donc retourner, ne serait-ce que l'espace de ce soir. Noël, c'est pas important. Noël, c'est une fête religieuse, c'est endormant. Faut aller à la messe le soir parce que le petit Jésus est né. La vraie fête des Québécois, c'est pas Noël. Lorsqu'on se donne des cadeaux, c'est pas Noël, c'est les étrennes, c'est le jour de l'an. Pourquoi? Parce qu'on recommence un nouveau cycle. On repart sur des nouvelles bases. Puis là, c'est pas religieux. Le jour de l'an, c'est le plaisir, c'est le fun. Fait que là, les gars sont dans le bois, sont pognés là, puis ils ont juste le goût de retourner chez eux pour voir le blonde, ne serait-ce qu'une soirée. Et là, Joe, le chef cuisinier qu'on appelait le cook, tous les mots sont anglophones parce que c'est une industrie anglophone, le bois. Alors, Joe, le cook, lui, il se fait réveiller à un moment donné par Baptiste Durand. Un tout croche. Baptiste Durand, qui est le chef des piqueurs. Les piqueurs qui étaient, entre autres, les draveurs, ceux qui allaient piquer les pitounes pour les sortir lorsque ça jammait. Alors... Attends un petit peu, une pitoune, c'est du bois, oui, c'est ça? En fait, la pitoune est un morceau de bois qui a une grandeur bien déterminée. De mémoire, on est à 8 pieds. Mon père, qui est bûcheron, m'en voudrait que je sache pas ça, mais la pitoune est une bille de bois d'une longueur X. Mettons, on va dire, la pitoune a 8 pieds. Là, les pitounes, ils descendent. Tout l'hiver, tu coupes du bois, puis tu le coupes toujours à 8 pieds. 8 pieds, 8 pieds. Parce que, mec, ça rentre au moulin, c'est tout le temps la même longueur. C'est ça qui est une pitoune. Puis là, quand ça descend... Puis ça, c'est approuvé par ton père. Ton père, il est d'accord avec le fait que c'est 8 pieds. Non, ce qui est prouvé par mon père, ce serait de te dire la bonne grandeur. D'accord. La pitoune... Je pense que c'est 8 pieds, à peu près 8 pieds. Mettons que c'est 8 pieds. C'est peut-être 6, c'est peut-être 4. Mais la une pitoune, ça a 8 pieds. Quelle que soit la longueur de la pitoune, ce que je veux dire, c'est que la pitoune est une longueur X déterminée d'une bille de bois. Puis là, ça descend dans la rivière, mais tu as des dizaines de milliers de billes de bois de la même grandeur qui vont se ramasser à un moment donné dans un coude, mais ça va coincer, là, ça peut plus bouger. Là. Donc, il faut aller déprendre ces billes de bois-là qui doivent descendre au moulin. Donc, ça prend des gars qui vont marcher sur les billes de bois d'une eau à 1 degré Celsius avec de la glace pour aller déprendre les billes de bois. Et c'est ça que sont les draveurs. C'est les gars qui marchaient ces billes de bois. Hey, on fera un épisode ensemble sur les draveurs. Il va falloir, là. Il va falloir. Oui, parce que ça a l'air d'être un métier particulièrement dangereux. Ah non, mais je veux savoir s'ils sont sobres quand ils le font. Oublie le bungee, oublie les sports extrêmes avec du Red Bull. Ouais. Draveur, à l'époque, c'est l'adrénaline dans le tapis. Alors, je reviens Écoute, ce sont les gladiateurs de l'Amérique du Nord. Non, je dirais pas ça parce que le gladiateur est un combattant. Je dirais plus ce sont les amateurs de sport extrême de l'Amérique du Nord. Ça marche, je suis d'accord. Alors, Baptiste vient réveiller Joe, puis il dit, Joe, t'entends-tu? On s'en va boire un coup, on s'en va voir nos blondes. Là, il dit, voyons, t'es malade, voyons donc, il est quasiment minuit, c'est le jour de l'an, demain. Il dit, non, on s'en va voir, on s'en va à Lavaltrie. Alors que ces gars-là sont en haut de la rivière des Outaouais. Et là, il leur dit, t'es-tu malade? C'est 100 lieues. 100 lieues, là, c'est l'équivalent de 500 km. Tu peux pas être là, à soir, puis revenir demain matin, à moins que... T'es pas sérieux, toi, là? Oui. Baptiste a fait un pacte avec le diable. Fait que là, bon. Joe, il dit, es-tu fou? On va mourir? Non, t'es un adulte. Facile. 2 affaires. 1, t'as juste à pas prononcer le nom du bon Dieu. Donc, ne dis aucun mot religieux. 2, faut pas toucher à un clocher d'église. Honnêtement, à soir, là, on s'en va boire puis danser avec nos blondes. On n'ira pas à l'église. T'es un homme, t'es capable. Fais pas ta poule mouillée. Viens avec nous autres.
On a besoin d'être un chiffre pair, parce que dans le Rabasca, il faut être tout le temps 2, 2, 2, 2, 2. On est 7, t'es le 8e, ah ouais, viens-t'en. Fait que là, Joe, le cook, il dit, OK, c'est correct, je vais y aller, il s'ennuie de sa blonde. Il s'en va, il arrive dehors, il voit tous les bûcherons qui sont à côté sur leur aviron. Il embarque dans le Rabasca, qui est un immense canot où on peut être 8, 10, 15 hommes. Et là, Baptiste, il fait il prononce les mots magiques. Fait que là, il dit, ô toi, Satan, roi de l'enfer, nous promettons de te remettre notre âme si nous prononçons le nom de ton chef ou du nôtre, le bon Dieu, ou si nous touchons un clocher d'église. En échange de quoi, tu nous amènes où ce qu'on veut, quand qu'on veut. Les gars embarquent dans le canot, et là, tout ça, les gars doivent le répéter pour s'assurer que tout le monde fait le même serment, de donner leur âme au diable si jamais ils font ce qu'il faut pas, c'est-à-dire dire un mot du bon Dieu, nommer le Dieu, ou de toucher un clocher d'église. Et là, il se fait abracadabri, abracadabram, porte-nous par-delà les montagnes. Et puis là, le canot, il part. Là, les gars se mettent à avironner, toi. Puis là, ça avironne. Puis là, le toupette le lève, puis le fret le pogne d'en face. Puis là, ils vont à full pin, ils traversent le ciel, toi, chose. Ils partent de la rivière, en haut de la rivière des Outaouais. Puis là, ils s'en viennent, ils passent au-dessus de Hull. Puis là, ils voient au loin de la lumière dans le ciel. Ça, c'est Montréal, qui est déjà une grande ville avec plein de réverbères. Puis là, ils passent au-dessus de la ville de Montréal. Puis là, ils ont du fun. Fait que là, Baptiste, il dit, on va descendre un peu pour les écœurer. Fait que là, il descend proche, passe à côté du Mont-Royal, puis là, il se met à crier aux jeunes dans la rue à 1h du matin qu'eux autres, ils ont du fun. Puis là, ils s'en vont jusqu'à Lavaltrie. Lavaltrie, là, qui est comme un petit peu avant, quand vous partez de Montréal en descendant le fleuve, qui est un petit peu avant Berthierville, avant Trois-Rivières et tout. Et là, ils arrivent à Lavaltrie, ils se posent dans un champ et ils s'en vont fêter. Le problème, c'est que c'est des bûcherons. Des bûcherons, qu'est-ce que ça fait tout seul, rien qu'une gang de gars dans le bois, pas de femmes, pas d'enfants? Ça brasse du trouble. Ça brasse du trouble et ça parle en ne se souciant pas des mots que l'on dit. Quels sont les mots que l'on ne peut pas dire devant une femme et des enfants? Des sacs. Des sacs. Et dans la religion catholique, quels sont les sacs? C'est tout. C'est tous des mots d'église. Donc, les gars, ils savent. Faut pas que tu prononces de mots d'église. Donc, tu peux pas sacrer ce que tu fais quand tu es en bûcheron. Et surtout, bois pas d'alcool. Parce que quand tu bois de l'alcool, t'as plus de réserve, tu t'en retiens plus. Et puis là, tu te mets à dire n'importe quoi. Puis là, tu vas sacrer. Fait que les gars, ils se disent, si on va là, si on veut pas perdre notre âme au diable, faut pas sacrer, faut donc pas boire. Et là, ils arrivent, ils se posent dans le fond d'un champ, ils vont cogner à la porte, puis ils se rendent compte qu'il y a pas personne de ce qu'ils pensaient qu'il était pour être là, parce qu'ils étaient là avant minuit. Mais les autres sont arrivés à 2h du matin. Fait que là, faut que vous traversiez le fleuve, faut que vous alliez du côté de Contrecoeur, sont tous réunis chez un tel. Fait que là, les gars, ils rembarquent dans le bateau, abracadabri, abracadabram, machin truc, hors d'école, s'en va l'autre bord. Chef des enfers, on va te donner notre âme si jamais on triche. Cogne à la porte, et puis là, le bonhomme Baptiste vient ouvrir, puis fait hey, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que vous étiez au chantier. Puis là, il y en a un autre qui dit hey, mais comment ça se fait que. Là, Baptiste, qui voit le trouble qui est pour pogner, Baptiste, il dit regarde, laissez-nous rentrer, laissez-nous boire un coup, laissez-nous danser, servez-nous à manger. Demain matin, là, on vous comptera qu'est-ce qu'on fait là. Parce qu'ils savent que demain matin, ils seront plus là pantoute. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire. Dans le serment, ils ont dit au diable, nous serons revenus avant 6h du matin. Ils partent à minuit, puis ils reviennent avant 6h. 2 heures aller, 2 heures retour, ils sont là pour 2 heures. C'est le bout que j'ai oublié dans l'histoire. Mais il faut que je rappelle une chose par rapport à cette omission. Le diable est dans les détails. Très drôle. Merci. Donc, c'est 2 heures aller, 2 heures revenir. Ils partent à minuit, puis dans le serment, ils disent on vient avant 6 heures du matin. Fait que là, les gars cognent à la porte, pas de temps à perdre, ils rentrent. Hey, là, c'est le party qui pogne. Les gars vont voir le blonde, ils ont du fun, ils sont contents. Ça danse, ça danse, ça danse. Karaoké, messe de minuit. Karaoké, de quoi parler d'orge, tout est sur la table. Non, il n'y a pas de karaoké. On n'a pas besoin, on connaît les paroles par cœur. On a un caller, on a notre violonneux, ça danse le cotillon, les 7 carrés d'ailleurs qui viennent du folklore irlandais et écossais. Bon, ça c'est une autre affaire. Et donc, là, ça roule. Puis là, le problème, c'est que Joe, qui est un peu tout le temps craintif, qui est le chef cook, qui était pas trop partant, il voit que Baptiste un petit peu de Jamaïcain. Le Jamaïcain, pour nous, c'est souvent du hashish, alors que dans ce temps-là, le Jamaïcain, c'est du rhum. Et là, Joe boit. Pas Joe, Baptiste, il boit.
et il boit, et il boit, alors que c'est lui qui est supposé dire à 4 heures, les gars, on repart. Il est pas prêt. Fait que là, c'est Joe qui va voir Baptiste. Hey, Baptiste, Moi, je suis en train de prendre une note, là. Baptiste, il faut pas y faire confiance. Non, Baptiste, mais non, mais... pas fiable. D'ailleurs, Baptiste, semble-t-il, aurait fait 5 fois la chasse-galerie avant cette fois-là. C'était déjà connu des gars dans le camp que c'était un tout croche qui avait tenté le diable à plusieurs reprises, qui était tout le temps edgy, là, tout le temps sa limite, permise, pas permise, mais cette fois-là, il l'a échappé. Fait que là, finalement, Baptiste se fait ramasser par les gars, faut qu'on parte, ouais, on est en retard, rembarque dans le canot, il est un peu pas mal amoché, mais là, les gars, ils disent qu'on peut pas le laisser conduire, il va nous, tu sais, conduire en état d'ébriété, on pense que c'est nouveau, mais ça fait longtemps, là. Déjà dans ce temps-là. Surtout dans un canot surnaturel dont l'énergie vient de l'enfer. Ben oui, ben c'est ça, puis c'est là que tu vas te ramasser si tu manques ton coup de toute façon. Alors là, les gars rembarquent dans le canot, ils décollent de contre-cœur, et puis là, au lieu de s'enligner vers Montréal, Baptiste, il part tout croche, il remonte la rivière Richelieu. Là, les gars donnent un coup, virent de bord. Hey, je suis correct, laissez-moi tranquille, gna gna gna. Maintenant, s'enligne sur Montréal, arrive à Montréal. Il est complètement déconcentré par ce qui se passe en bas. L'innocent, il oublie de donner un coup d'aviron à la bonne place. Les gars, ils pognent le flanc gauche du Mont-Royal et le Rabasca avec les gars dedans tombe dans la neige folle. Là, les gars sont en Saint-Simonac. Baptiste, tu vas nous amener en enfer, ouais donc. Et là, ils décident de vouloir prendre le contrôle du Rabasca. Fait qu'ils se mettent à le ramasser, à se batailler avec. Ils mettent un chiffon dans la bouche. Ils l'attachent bien ligoté au fond du canot parce que lui, ben chaud. Là, c'est moi, je suis correct, je peux conduire. C'est comment est-ce que c'est un gars chaud. On s'en va à Sherbrooke! Ah ouais, non! On s'en va en Louisiane! Et donc là, finalement, c'est Joe qui va reprendre le contrôle du Rabasca, puis là, qui va ramener ça jusque dans la rivière des pas loin d'où ils sont. Ils sont presque rendus, il est rendu quelque chose comme 6h moins quart le matin. Baptiste se réveille dans le fond du canot, toi chose. Il réussit à se déligoter alors que les gars s'en rendent pas compte parce qu'ils sont un peu fatigués. Là, Baptiste se met debout et là, il lâche un sac. Un vrai, tu sais, je peux pas le dire parce qu'on est en onde, on est dans le lien direct, mais il lâche un sac, là, les gars font ben, voyons. On peut s'imaginer qu'il y a une succession de tabards, puis de ci, puis de Ah oui, puis il y a une hiérarchie, là. Il y a le mâle alpha du sac, tous les petits sacs vont sortir un après l'autre. À tel point que, là, lui, il pogne un aviron, il se met à ouais, l'aviron à gauche, à droite, qui vire comme un hélice d'hélicoptère. Finalement, Joe perd le contrôle du Rabasca, pogne une tête d'épinette enneigée, les gars tombent en bas, c'est comme des perdrix à travers des branches de sapin, et ils vont tomber dans un banc de neige complètement sans connaissance. Heureusement, aucun s'est cassé les reins, puis mais ils tombent tous sans connaissance, parce que là, c'est à 8 heures du matin, toi chose, alors qu'il devait être de retour à 6 heures. Joe, il se réveille dans son lit dans la cambuse. Des bûcherons avaient retrouvé les gars bien assommés, sans connaissance, plein de bleus, et les bûcherons ont pensé que les 8 gars s'étaient battus bien chaud parce que c'était le jour de l'an, puis étaient tellement en état d'ébriété qu'ils étaient tombés ivres dans un banc de neige, les avaient ramenés dans leur cambuse, et c'est comme ça que l'histoire se termine. Les gars n'ont jamais perdu leur âme. Ça, c'est l'histoire des Québécois qui prennent possession du territoire. Puis ça, c'est dans un temps qu'on ne sait pas trop, qui est à quelque part au début, fin du 19e, début 20e, puis on est rendu avec une Hébrou en 2022, 2023, puis on célèbre encore la culture du Québec. Tu sais que, Sylvain, t'es un excellent communicateur de légendes et d'histoires pour être capable de transformer une grande histoire vraiment méta en promotion de votre brasserie. C'était extraordinaire. Je pense que tu étais à la bonne place. Quelque chose me dit que tu étais à la bonne place dans ta vie. Mais tu sais, moi, je vais sortir du côté marketing puis je vais rentrer dans le côté mythologie parce que tu me connais, ça m'intéresse. J'ai l'impression que dans les légendes du Québec, le diable, il est perçu avec une espèce de gentillesse, une espèce de... pas d'indifférence, mais presque de négligence, dans le sens où est-ce que le diable représente pas tant le mal absolu que l'adversité en général. C'est-à-dire qu'il y a moyen de moyenner. Le diable, c'est tout ce qui t'empêche, c'est tout ce qui est la répression, c'est tout ce qui est la domination. Et puis, si tu fais preuve de créativité par rapport au diable, tu vas gagner dans la vie. Puis j'ai l'impression que ce dont tu me parles, l'essence de cette légende, c'est les moyens du bord
qui était à la disposition du citoyen moyen pour sortir, ne serait-ce que imaginativement, de situations qui sont très difficiles. Parce que ça, on en a parlé un petit peu, mais pas tant. Le travail de bûcheron, c'est difficile, c'est tout le temps, ça paye peu, puis tu peux mourir. Définitivement. Fait que, Il en mourait moi, beaucoup, je pense hein? que c'est... Il mourait Ah beaucoup. ben oui, j'en Il en doute pas mourait une seconde, beaucoup, mais ce là. que je veux dire, c'est que ça, c'est un terreau fertile à des cultes initiatiques, des légendes, des histoires. Je ne doute pas que Baptiste a existé, que Joe Cook a existé. Je ne doute pas qu'à un moment donné, quelque part en plein cœur du 19e siècle, au tout début, il y a eu un Joe, puis il y a eu un Baptiste, puis ils se sont dit « Hey, on fait toute la rivière vraiment rapidement pour retourner chez nous, prendre une coupe de shot, puis une fois qu'on va être dessous, on va avoir l'énergie du diable, fait qu'on va pouvoir remonter puis retourner dans le camp de bûcheron. » Ça doit avoir eu lieu, ne serait-ce que parce que c'est comme travailler dans les champs pétroliers en Alberta quand tu es québécois ou n'importe qui. C'est bien beau travailler pendant 12 jours puis gagner beaucoup d'argent, mais tu ressens la misère de la solitude. Puis à un moment donné, tout ce que tu veux, c'est retourner chez toi. Eh bien, si tu me Puis permets, oublier les tourments si tu me de ton permets, travail. euh, je l'ai déjà dit et ça m'avait été reproché, mais les bûcherons québécois de l'époque qui quittent leur famille pour aller dans le nord bûcher pour ramasser de l'argent et revenir 4 mois plus tard, ce sont les Mexicains, ce sont les Guatémaltèques d'aujourd'hui qui quittent leur famille pour venir au nord où il y a de l'argent et qui retournent chez eux 4, 5, 6 mois plus tard avec de l'argent et qui le remettent à leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils font ces Guatémaltèques-là entre eux, ces Mexicains-là entre eux? Le soir, ben, ils jasent ensemble. Et puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est retourner chez eux. Puis ils parlent de leur histoire à eux. Et ils se développent. Et c'est exact. On est à la même place. En fait, c'est quelques années plus tard. Ouais. Mais tu vois, le parallèle, c'est. Tu as tout à fait raison. On est là, on est entre gars. Il n'y a pas de madame, il n'y a pas de femme, on a rien. Puis là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien là. Fait quand ouais, la fabulation, puis il faut que ça y va. Puis là, on se parle de nos histoires. Puis là, on les Ouais. grossit. Puis là, on vit des choses ensemble. Puis on tisse des liens beaucoup plus serrés. Un peu ce que je pense que Oh, oui, tu je fais suis dans d'accord avec ça. l'enseignement. Je pense que l'adversité est bonne pour tisser des liens bien serrés, puis que l'adversité est bonne pour tisser des liens bien serrés au-delà du genre ou de la nationalité. Moi, j'avais 12 ans, puis je travaillais avec des Roumains de 60 ans à ramasser des fraises à l'île d'Orléans, puis on payait, là. On passait 8 heures en plein soleil à ramasser des fraises à peu de salaire, puis tu sais, on payait. Moi, j'avais 12 ans, je voulais faire ça. Puis tu sais, t'apprends vraiment beaucoup de choses à faire un travail qui est exigeant physiquement avec du monde qui ont plus de résilience que toi. Tu sais, c'est comme, t'apprends énormément de choses sur toi puis sur les autres. Puis tu sais, il y a rien de mieux qu'être en commun dans une situation physiquement compliquée, voire hostile, avec n'importe qui pour faire de cette personne-là, qui est n'importe qui vient de n'importe où, ton meilleur ami. Tu sais, c'est comme, la vie t'apprend à créer des liens profonds avec le monde, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, avec qui tu as vécu des choses profondes puis difficiles. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, ça a été difficile de le dire et que c'était très profond, donc je bois à ça. Ben, on va boire ensemble. Je pense que ça conclut bien un épisode dans lequel on essaie de faire le tour du Québec en 3 bières qui viennent de chez vous d'ailleurs, Mhm. puis dans lesquelles, tu sais, on a atteint des thèmes d'une certaine profondeur. Tu sais, je vais prendre ma gorgée là, parce que toi tu l'as pris, puis c'est le temps, puis en plus c'est le temps d'une bière. Hmm. Mais tu sais, il y a des choses qui sont universelles dont on a parlé, c'est travailler fort puis être loin de sa famille puis être créatif pour essayer de retourner voir sa famille. On a parlé aussi du projet humaniste de Champlain dans un environnement géopolitique qui est pas génial puis qui est revu historiquement comme étant essentiellement quelque chose de profondément plate, pas intéressant, négatif, voire occupationnel. Puis tout ça est vrai. La rencontre de l'Européen puis des Autochtones d'Amérique du Nord, c'est en partie une tragédie, puis c'est en partie ce qui fait que nous, on est des Québécois, puis on est Québécois. Tu sais, c'est comme, c'est complexe. Puis ce que j'aime avec le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler candidement de choses importantes qui ont rapport avec l'histoire, notre identité, notre futur, notre avenir, notre passé. C'est comme, moi je le dis, on est des amis de d'autres époques qui parlent de culture à travers différentes bières, qui parlent de fermentation à travers différentes histoires.
On se rejoint tous à travers des rites, des croyances, des pratiques. Puis, tu sais, l'important, c'est de trouver l'infrastructure, l'espace, le temps pour parler de ce qui nous anime vraiment dans un climat qui est quand même assez ouvert. Donc, sur ces paroles, je te dirais, si tu me réinvites, ça me fera plaisir de te parler de nos autres bières qui sont la Raffman. Donc, on pourra parler du bois, des gars, et on pourrait parler avec l'ami Pierre Clermont qui te parlera des cageux. Bon, on n'en parle pas, mais il y a quelque chose de ce côté-là. On pourra parler de l'eau bénite, qui est une de nos bières, et de tout ce qui entoure la religion au Québec. Je pourrais te parler de la Trois Pistoles et de tout le côté mystique qui entoure la construction de cette église, ne serait-ce que te parler de la nouvelle bière de Niveau qui est la saison libre et de la révolution tranquille que le peuple québécois a vécue. Une révolution qui s'est faite sans armes, à part ce que Gandhi prêchait en Inde, ça s'est fait nulle part et nous, on a réussi à le faire. On a eu une révolution tranquille, mesdames et messieurs. Réinvite-moi et ça me fera plaisir. Bon, ben vous l'avez entendu, on a notre programmation pour les 5 prochaines années. Sylvain Bouchard de la microbrasserie Unibrou/Sliman, qui est un grand conteur et qui est surtout un grand voyageur et qui est, comme vous l'avez compris, un amateur assez investi dans le monde de l'histoire. Moi, je vais vous le dire, je vais être bien honnête avec vous, on a besoin de votre support, on a besoin de votre aide, on a besoin de vos questions, on a besoin de vos likes. Si vous aimez notre contenu, que vous nous avez écouté jusqu'ici, abonnez-vous, devenez nos amis, posez-nous des questions, interagissez avec nous. On recherche en ce moment des collaborateurs pour écrire des articles sur le monde de l'histoire de la bière du Québec. Parlez-nous, on est gentils, on n'est pas sorteux. Et surtout, je vous rappelle que cet épisode vous est présenté par la Shop à Malte, la référence au Québec pour tout ce qui est équipement et ingrédients et conseils de brassage à domicile. Si vous voulez commencer à brasser de la bière, puis brasser des amitiés, allez les voir. Ils ont non seulement ce qu'il vous faut pour commencer, mais en plus, ils ont des amitiés pour vous encourager à commencer. Ils sont situés au 99 rue Crémazie à Gatineau. Ils livrent partout au Québec et même au Canada. Ils ont des amis sur plusieurs continents, y compris moi, qui est un brasseur à domicile. Je ne prétends pas jamais rivaliser avec Unibrou, mais de temps en temps, je fais des bonnes stouts au chocolat puis des IPA qui ont eu des bonnes critiques. C'est là-dessus que je vais finir. Sylvain, un grand honneur de jaser avec toi. J'ai appris tellement de choses que je vais devoir réécouter notre épisode à 8 reprises pour être sûr d'avoir tout bien enregistré. Et je te redis à toi et à nos auditeurs, à la prochaine. Au plaisir, merci beaucoup. Ciao, bye. Bye.